Bonsoir à tous et à tous, c'est Monsieur Marié du coup pour cette continuité pédagogique en seconde pour cette partie un petit peu astronomique. On a fait Mercure, Vénus, donc du coup si vous avez bien suivi maintenant on est sur la Terre. Après je vous avais dit que par rapport au programme de SVT qui est spécialisé sur la Terre, je vais pas faire grand chose de plus, je vais vraiment m'attarder sur ce qu'on voit pas dans le programme de SVT. Et je vais aussi m'intéresser à la Lune parce que le couple Terre-Lune en fait c'est quelque chose qui est très important. Si la Lune n'était pas là en fait, la Terre ne serait pas du tout ce qu'elle est maintenant avec les phénomènes qu'on connaît. Donc du coup, je vais un peu vous expliquer l'importance de la Lune dans ce couple-là. Pourquoi cette Lune, elle est vraiment, comment dire, vraiment unique en son genre dans le système. Et qu'est-ce que la Terre, du coup, a comme particularité par rapport aux autres planètes du système solaire. On part du coup sur la Terre. Si vous ne connaissiez pas la Terre, la Terre, c'est cette planète-là, que vous connaissez bien, planète du coup on appelle planète bleue parce qu'elle se recouvre à 70% d'eau. C'est la troisième du coup du système solaire et la particularité qu'il y a sur la Terre, c'est que elle présente une surface qui est vraiment très disparate par rapport aux autres où on voit juste des cratères ou du gaz. Là on voit bien qu'il y a une discontinuité, il y a de l'eau, il y a de la terre, il y a des nuages. Bref, on a vraiment quelque chose qui évolue au cours du temps. Si on prend deux photos de la Terre à un moment différent, on a deux choses complètement différentes, même si on prend sur le même point géographique. On a des nuages qui sont passés devant, des fois on a un cyclone, des fois, voilà, on a plein de choses qui se passent, qu'on retrouve pas forcément sur d'autres planètes. On peut en retrouver sur d'autres planètes aussi, mais la Terre c'est vraiment celle qui change qui change d'aspect vraiment tout le temps, et c'est vraiment sympathique, quoi. En bas, je vous ai encore mis Célestia qui vous permet de regarder la Terre en rotation au cours du temps. Donc là, c'est une accélération. On a accéléré le temps du coup pour qu'il soit actuellement sur un facteur 1000 fois plus rapide que la réalité. Donc du coup, la Terre dans ce sens-là, ok, et pas dans un autre. On y va du coup. Donc la Terre. On a dit que c'est la troisième planète du système solaire et parmi les 4 planètes rocheuses, parmi les 4 planètes qu'on appelle telluriques, c'est à la fois la plus grande et la plus massive. Ça veut dire que si on prend Vénus, Mars, la Terre et Mercure, qui sont les 4 telluriques du système solaire, jusqu'à temps qu'on trouve la planète du coup numéro 9, la planète X qu'on est toujours en train de chercher, qu'on a trouvé par les calculs mais qu'on n'a pas trouvé par l'observation. Pour l'instant, la Terre, c'est toujours parmi les telluriques actuellement connus, la plus grande. Donc on affiche un rayon de 6371 km en moyenne, environ 6400 si on veut retenir. Et c'est à la fois la plus massive, elle fait actuellement 6,0 x 10 puissance 24 kg. Donc du coup c'est une sacrée masse quand même, hein. Elle effectue une révolution autour du Soleil en 365,25 jours, c'est pour ça que tous les 4 ans vous avez un 29 février qui apparaît. Tout simplement parce que votre calendrier comporte 365 jours. Et en fait, ce virgule 25 qui décale la position de la Terre d'un quart de journée tous les ans, on va rattraper cette position en fait pour pas se décaler au fur et à mesure du temps. On va rattraper cette position du coup tous les 4 ans. Parce que tous les 4 ans du coup, vu qu'on se décale d'un quart de jour tous les ans, tous les 4 ans on se décale d'une journée. Et bien c'est pour ça qu'on rajoute du coup ce 29 février toutes les années qu'on appelle bissextile. Ensuite, elle effectue un tour sur elle-même, donc elle effectue une rotation sur elle-même en environ 24 heures, donc c'est 23h57 si je me souviens bien. On va arrondir à 24 heures, et par contre, ces 3 minutes-là, on les rattrape jamais. Voilà. Ce qui en fait aussi la plus rapide des rocheuses, avec environ une vitesse de rotation de l'ordre de 1675 km/h. Donc c'est une sacrée vitesse, hein. C'est une sacrée vitesse. On est quand même sur quelque chose qui fait plus de 4 fois la vitesse du son. On est vraiment pas mal. On a du coup une grosse rotation. Alors du coup, qui dit grosse rotation en termes de vitesse, dit peut-être apparition d'un champ magnétique. On l'avait dit l'autre jour sur Vénus. On a l'apparition d'un champ magnétique dès lors qu'on a une grosse vitesse de rotation. Mais aussi si on a une activité géologique, et l'activité géologique du coup, ça passe par le mouvement de plaques tectoniques, ça passe du coup par en dessous du magma, donc du coup, on a quelque chose de liquide à l'intérieur. Et je vais aller encore plus loin, c'est qu'on a une activité du coup magnétique, on a un champ magnétique qui apparaît autour d'une planète, dès lors que vous avez un cœur
qui est liquide, dès lors que vous avez un noyau qui est liquide. Souvenez-vous de vos cours de SVT, la Terre c'est d'abord la croûte terrestre, ok, vous avez ensuite la sténosphère, vous avez ensuite le manteau intérieur, enfin vous avez le manteau, je me souviens pas de exactement comment c'est constitué, je m'excuse auprès des profs de SVT hein, bien sûr, mais toujours utile que vous avez du coup une couche rocheuse, ensuite vous avez le noyau du coup solide, et vous avez aussi le noyau liquide, est-ce que c'est à cet endroit-là? Je m'en souviens plus, mais en tous les cas vous avez quelque part en fait un noyau qui est liquide, et ce noyau liquide en fait c'est ce qui va faire qu'avec la rotation du coup rapide de la Terre, on va générer ce qu'on appelle un effet dynamo, et cet effet dynamo en fait va créer du coup ce champ magnétique. Vous avez du coup apparition du champ magnétique, d'ailleurs vous avez une forte rotation, plus un noyau liquide quelque part, on s'en fout de où est-ce qu'il est, pour ce qui nous intéresse ici, les deux critères du coup pour un champ magnétique c'est noyau liquide, au moins en partie, et deuxièmement une rotation rapide. Donc du coup, vu que la Terre répond à ces deux caractéristiques, ben, vous avez un champ magnétique qui apparaît, et ce champ magnétique, en fait, il est constitué du coup de lignes de champ, et les lignes de champ, ce sont les lignes sur lesquelles vous avez la même valeur de magnétisme. Le magnétisme, ça se mesure en Tesla, ok, et ben vous avez la même valeur en Tesla sur l'ensemble de ces lignes. C'est comme quand vous regardez une carte avec une carte topologique, vous avez des lignes en fait qui correspondent à la même altitude. C'est-à-dire, si vous vous promenez que sur cette ligne, vous ne changez jamais d'altitude. Et bien les lignes de champ, pour un champ magnétique, si vous baladez en fait sur ces lignes de champ, ben, vous n'avez jamais modification de l'intensité de ce champ magnétique en fait. Voilà. Donc du coup ces lignes de champ, elles partent d'un pôle et elles vont vers l'autre en décrivant du coup des boucles, et vous l'avez dans les deux sens. Sachant que plus vous vous éloignez en fait de ce champ magnétique et plus les lignes vont aller loin, donc du coup le champ magnétique en fait peut être très loin d'une planète, et on verra ça pour Jupiter, ce sera très parlant, vous verrez, on comprendra bien ce qui se passe. Dans tous les cas en fait pour la Terre, il y a encore un autre phénomène qui va venir déformer ce champ magnétique, parce que vous avez du coup cette ligne, vous avez une boule au centre, hein, donc là j'ai pas de boule, mais imaginez qu'il y a une boule ici. Vous avez les lignes de champ magnétique en fait qui vont partir d'un pôle et qui vont faire en fait des boucles comme des lacets, hein, du coup d'un pôle à un autre en grossissant. Le truc c'est que avec l'action des vents solaires qui arrivent sur notre champ magnétique, et ben ce champ va être déformé parce qu'il va prendre des vents solaires d'un côté qui ne subira pas de l'autre, et donc du coup ce champ magnétique va se déformer pour compenser ces vents solaires qui arrivent. Ces vents solaires du coup qui peuvent, qui ne traversent pas ce champ magnétique, peuvent soit le longer. Donc vous avez ici les lignes ici les rayons des vents solaires qui longent en fait ce champ magnétique rouge, ou qui longent ici en haut ce champ magnétique, qui peuvent faire des arrondis plus ou moins réguliers ou plus ou moins irréguliers. Mais vous avez aussi de ces vents solaires qui vont s'engouffrer en fait dans l'espace qu'il y a entre deux lignes de champ. Donc comme je vous ai expliqué, vous avez la boule au centre qui est la Terre, et vous avez du coup des lignes qui vont partir d'un pôle vers un autre, ok. Mais vous avez en fait un petit cône à chaque pôle qui vont permettre en fait à quelques rayons, à quelques vents solaires, à quelques rayons tout simplement, de rentrer en fait jusqu'à la proche atmosphère de la Terre au niveau des pôles. Et en fait, l'interaction de ces vents solaires avec les lignes de champ qui vont se resserrer de plus en plus dans ce cône qui est laissé libre par les pôles, eh bien ça va créer ce qu'on appelle au nord les aurores boréales, et au sud ce qu'on appelle les aurores australes. Donc c'est les espèces de lueurs vertes que vous avez du coup au niveau des pôles, et qui sont un spectacle magnifique que vous voyez pas souvent, parce que il faut qu'il y ait interaction entre le vent solaire et le champ magnétique. Le champ magnétique du coup, au fur et à mesure que la Terre tourne, ce champ magnétique il peut un petit peu bouger. Les vents solaires ils sont pas constants non plus. Donc du coup c'est pour ça que si vous allez dans les pays nordiques ou dans les pays austraux, vous n'avez pas forcément le spectacle à contempler. Il se pourrait que vous passiez 2 semaines là-bas et que vous en voyez pas une seule fois, comme vous pouvez y aller une journée et les observer. Voilà. Donc c'est des phénomènes qui sont plus ou moins aléatoires quand même, hein. Ensuite, je vais pas parler beaucoup de ça parce que je suis pas très expert là-dedans. Mais dans tous les cas, vous avez ensuite la magnétoqueue qui est ici. Donc du coup, vous avez la tête qu'on appelle le cornet polaire, la tête du champ magnétique.
Et du coup, vu que vous avez la tête d'un côté et que ça va s'allonger de l'autre côté pour réagir au vent solaire, on appelle ça une queue, c'est comme une traînée. C'est comme la queue d'une comète en fait, ça va se comporter exactement pareil. Voilà, je vais pas rentrer plus dans le détail. Vous avez aussi en vert ce qu'on appelle la ceinture de radiation de Van Allen. Donc c'est une ceinture qui a beaucoup fait parler d'elle si vous avez regardé des documentaires de type théorie du complot. Comme quoi on n'aurait jamais quitté l'atmosphère terrestre, comme quoi on n'aurait jamais été dans l'espace, ou comme quoi on n'aurait jamais été sur la Lune. Cette ceinture de radiation de Van Allen, elle a très bon dos parce qu'elle est souvent utilisée pour dire que l'homme ne pourrait pas la franchir sans revenir avec des cancers, etc. Faut savoir que cette ceinture de radiation, du coup, ce sont des zones en fait où vous n'êtes pas protégé, si vous voulez, des radiations qui sont émises par les vents solaires, par les rayons cosmiques. Et qui ne sont pas arrêtés par la couche d'ozone ou par l'atmosphère terrestre parce que vous êtes au-delà de l'atmosphère terrestre. Bon, faut savoir que si vous y restez pas trop longtemps, à la vitesse d'une fusée, normalement, tout devrait bien aller. Et que du coup, on est bien allé sur la Lune, hein, rassurez-vous. Si on appelle ça une théorie du complot, c'est parce que... c'est une théorie du complot, quoi. Voilà. Ensuite, du coup, la Terre bénéficie aussi d'un effet de serre grâce à la présence d'une atmosphère qui est composée à 78% de N2, donc d'azote, et 21% de O2. Ok. Mais vous avez aussi plein de gaz comme l'ozone, la vapeur d'eau, le CO2, le CO, monoxyde de carbone, hein, du coup, qui sont des gaz qui sont à fort effet de serre. Ça veut dire que les rayons que vous allez capter sur la Terre, qui ont été du coup transmis par l'atmosphère, absorbés par la Terre, et du coup la Terre qui va les réémettre sous forme d'infrarouges, et bien ces infrarouges ne vont jamais quitter l'atmosphère terrestre parce qu'elles vont rebondir dessus et réchauffer en fait, ils vont être recaptés par la surface terrestre, c'est ça qu'on appelle l'effet de serre, on l'avait vu pour Vénus, je vous renvoie du coup vers la vidéo. Dans tous les cas la Terre, c'est le deuxième astre qu'on observe qui a cet effet de serre qui est effectif, ok, qui est efficace, et donc du coup la Terre c'est l'une des planètes où il fait pas mal chaud et où c'est pas mal régulé en fait, où vous avez le moins d'écart de température entre le jour et la nuit, entre les pôles et l'équateur, à part Vénus, parce que vous avez un effet de serre qui permet de réguler cette température tout autour de la planète. C'est la seule planète, et là je dis bien la seule planète, à accueillir la vie. Là je dis pour le moment, parce que peut-être qu'on colonisera plus tard Mars, il y a un projet apparemment pour coloniser Mars. J'en reviendrai du coup là-dessus quand on étudiera Mars à la fin de la semaine. Dans tous les cas, pour le moment, c'est la seule planète à accueillir la vie, et ce sera la seule planète à l'accueillir de manière naturelle, ok? Il n'y a pas moyen, autre part, d'accueillir la vie de manière naturelle sur une planète. Et je dis bien sur une planète. Il est possible qu'on la découvre sur une exoplanète, ok, donc sur quelque chose qui est en dehors de notre système solaire. Par contre, il n'y a pas possibilité qu'elle soit dans notre système. Tout simplement pour l'argument suivant, et je finis du coup mon point de mon diaporama, c'est la seule planète aussi à accueillir de l'eau liquide. L'eau liquide, c'est vraiment le facteur numéro 1 pour développer la vie. Sans l'eau à l'état liquide, vous ne pouvez pas développer la vie, c'est sine qua non. S'il n'y a pas d'eau à l'état liquide, il n'y a pas de vie, ok? Le problème, c'est que c'est la seule planète du système solaire à accueillir l'eau liquide. Donc du coup, c'est la seule planète où il y a possiblement à sa surface développement de la vie de manière naturelle, ok? Voilà. Après, attention, je ne dis pas que dans le système, ou je ne dis pas que dans un autre système, il n'y a pas la vie. Je dis que dans notre système et sur une planète, c'est la seule, la Terre, où il y a la vie. Voilà. Après, il se pourrait que sur un satellite, donc du coup sur une lune d'une autre planète, il y ait de la vie, c'est possible. Dans notre système, hein. Et c'est possible dans un autre système, il y ait une lune ou, enfin un satellite, ou une autre planète, ou une exoplanète, où il y a la vie également. Mais dans notre système, sur une planète et non pas sur une lune, c'est la seule, la Terre, du coup, à accueillir la vie. Du coup, la Terre, si vous avez suivi vos cours de SVT depuis la 6ème, normalement, vous avez, du coup, à un moment, parlé des volcans, parlé des activités de plaques tectoniques. Donc la Terre, en fait, c'est une planète qui va présenter une activité volcanique et tectonique. Vous avez des plaques, du coup, qui se rencontrent, donc du coup, apparition de séismes. Et vous avez une activité volcanique, donc du coup, rejaillissement à la surface de roches en fusion à l'intérieur du manteau. J'espère qu'il n'y a pas des profs qui vont bondir dessus parce que j'utilise des termes qui ne sont pas adéquats. Mais en tous les cas, du coup, vous avez de la roche en fusion qui est à l'intérieur qui va rejaillir à l'extérieur.
Et ça permet du coup à la Terre d'avoir toujours en permanence une croûte terrestre qui est jeune. C'est pour ça que, par exemple, les météores qu'on se prend tous les jours sur la Terre permettent d'être lissés. Il n'y a pas des endroits sur la Terre où il y a des gros cratères, comme sur Mercure, comme sur la Lune par exemple. Tout simplement parce que tous les météores qu'on a toujours pris sur la surface de la Terre, grâce à l'activité volcanique, vous avez des coulées de lave et donc du coup ces cratères finissent par être remplis et on a une surface bien lisse pour la Terre, bien jeune du coup, vu que ça a été reformé en continu par l'activité volcanique. La Terre c'est le premier astre du coup qu'on rencontre dans le système solaire, en partant du Soleil, qui possède un satellite naturel, et le satellite naturel du coup on l'a appelé la Lune. Donc du coup la Lune, quand on dit la Lune avec une majuscule, on parle de l'astre qu'on voit tous les jours dans le ciel, ok? Enfin tous les jours, des fois le jour, mais souvent la nuit, sauf en période de nouvelle lune. Donc du coup la Lune, quand je parle de la Lune avec une majuscule, je me réfère du coup à l'astre blanc qui est dans le ciel en permanence, ok, au-dessus de nous. Qu'on voit ou pas selon l'éclairage du Soleil. Et selon la position de la Lune par rapport au Soleil et à la Terre. Par contre quand je vais dire des lunes, ok, avec une minuscule, je vais parler de manière non officielle, en fait, des satellites naturels d'un autre astre. Si je vais dire les lunes de Jupiter, par exemple, je vais parler des satellites qui, comme la Lune, gravitent autour de Jupiter, et du coup, qui portent leur propre nom. Ok ? On n'appelle pas ça la Lune sur Jupiter, on appellera ça Io, Ganymède, etc. Mais dans tous les cas, la Lune, c'est à la fois, du coup, un terme qui est utilisé pour décrire, pour dire que c'est un satellite naturel, mais c'est aussi le nom d'une autre, ok? C'est comme quand on dit, par exemple, oui, c'est un autre système solaire. Non, c'est un autre système stellaire. Le Soleil, c'est que le nôtre. C'est une étoile, c'est un astre stellaire, mais son nom, c'est le Soleil et c'est qu'à nous. Celui d'un autre système, du coup, il portera un autre nom. Alpha Centauri, ou etc. Enfin, il y a plein d'autres noms qui sont possibles. Hein. Voilà. Alors quelques faits intéressants pour la Terre, je vais pas m'étendre beaucoup là-dessus, je vais plutôt parler de la Lune juste après. La Terre, c'est la planète qui possède le plus gros satellite naturel en comparaison de la taille de l'astre en question. Si on regarde par exemple la Lune et la Terre, faut savoir que la Lune elle a un rayon quand même, on peut dire que le rayon de la Lune c'est quasiment un tiers de celui de la Terre. En comparaison, c'est quand même un très gros astre qui gravite autour de nous. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais l'astre il fait quand même un tiers de notre rayon. Ça veut dire que c'est pas rien, quoi. La seule planète, à l'époque, qui aurait pu concurrencer la Terre et la Lune dans le duo du plus gros satellite naturel en comparaison de la taille de la planète elle-même, c'était Pluton avec Charon. Le problème, c'est que Pluton n'est plus une planète, donc du coup, il ne rentre plus dans cet état de fait. Et la Terre, du coup, prend la première place là-dedans. Donc la Terre, c'est vraiment la planète qui a le plus gros satellite naturel en comparaison de sa taille. Donc c'est celle qui a le plus gros rapport taille, rayon satellite divisé par rayon planète. La Terre n'est pas parfaitement sphérique, il faut savoir que l'attraction de la Lune du coup va légèrement la déformer, et l'effet aussi que la Terre tourne rapidement sur elle-même va légèrement en fait aplatir son rayon polaire par rapport à son rayon équatorial. Donc du coup, l'attraction de la Lune plus le fait que la Terre soit en rotation autour d'un axe qui relie ses pôles, faut savoir que le rayon équatorial du coup est environ 22 km plus grand que le rayon polaire. Donc du coup, si vous prenez du centre de la Terre vers l'équateur, vous trouvez une certaine valeur, et bien cette valeur elle est 22 km plus grand que si vous prenez la distance du centre du coup vers le pôle nord ou vers le pôle sud. La Terre, c'est la planète du système solaire qui possède le plus grand nombre de satellites, si on compte les satellites artificiels. Il faut savoir que à l'époque où j'ai fait le diaporama, donc du coup ça va être encore plus à l'heure actuelle, la Terre possède exactement 1167 satellites artificiels en plus de son satellite naturel qui est la Lune. Donc du coup 1168 satellites, c'est actuellement la planète qui en a le plus grand nombre. Le problème c'est que c'est une très grande pollution et qu'il va falloir un jour se préoccuper de savoir comment on va dégager cet ensemble de satellites qui sont en rotation autour de nous, parce que c'est très problématique
C'est quelque chose du coup qui nous entoure, qui peut tomber à n'importe quel moment, qui peut tomber du coup n'importe où. C'est des choses qui peuvent rentrer en collision avec n'importe quoi. Ils peuvent rentrer en collision entre eux. Il faut savoir qu'un satellite, ça a une durée de vie. C'est alimenté par des choses radioactives, mais du coup qui ont une durée de vie également. C'est très long, certes, mais le truc c'est qu'à un moment, on ne les contrôlera plus, et ces choses peuvent du coup rentrer en collision et atterrir n'importe où. Ça peut être très problématique, donc c'est un problème qu'il va falloir un jour gérer. La température la plus basse qui a été mesurée sur la Terre jusqu'à maintenant a été enregistrée en juillet 83 en Antarctique, dans une base de scientifiques qui s'appelle Vostok. Et donc du coup on l'a enregistré à moins 89,2 degrés Celsius, donc c'est assez froid, hein, faut pas sortir sans protection. Par contre, on a enregistré par télédétection, donc du coup par satellite, en août 2010, une température de moins 93,2 degrés. Donc c'est actuellement la plus froide température jamais enregistrée. Le problème c'est que c'était fait par télédétection. Donc du coup il y a toujours des instruments de mesure qui peuvent différencier d'une mesure réelle. Sachant que la température mesurée en juillet 83 à Vostok, elle a été faite par un humain. Donc il y a quelqu'un qui est allé avec son thermomètre, regarder la température de manière effective et a constaté sur son mercure qu'il y avait bien moins 89,2. Ok ? Voilà, donc du coup, la température la plus basse jamais enregistrée par l'homme et la température la plus basse jamais enregistrée par télédétection. Donc du coup, c'est les deux valeurs que je vous donne. Donc du coup, août 2010, ça fait il y a déjà 10 ans. Peut-être qu'il y a eu plus froid enregistré, mais j'en doute avec le réchauffement climatique. À voir du coup, si jamais vous trouvez quelque chose de plus bas que moi. On passe à la Lune, du coup, j'ai changé la couleur des diapos pour faire un petit peu raccord avec la Lune, l'astre qu'on observe. Donc la Lune, la face que vous pouvez observer, c'est celle-ci, prise légèrement contre-plongée, donc du coup, prise légèrement plus basse que ce que vous avez l'habitude d'observer dans le ciel. La Lune, elle tourne autour de la Terre en un peu plus de 27 jours, donc du coup, on va dire que la période de révolution de la Lune autour de la Terre est d'environ 27 jours, ce qui en fait une vitesse d'environ 1,022 km toutes les secondes. Donc la Lune, c'est quand même quelque chose qui trace. Hein. Son rayon est d'environ 1736 km, ce qui fait environ un tiers de la Terre, comme je disais tout à l'heure. Et la température moyenne de cet astre, du coup, est de moins 23 degrés. On passe de plus 123 degrés quand la face de la Lune est éclairée. Et on peut descendre jusqu'à moins 233 degrés Celsius pour la face qui n'est pas éclairée. Donc du coup, ce point-là, de la face qui n'est pas éclairée, ce point-là, du coup, qui est dans un cratère qui est au pôle également et qui n'est jamais éclairé par le soleil, le moins 233 degrés Celsius, c'est actuellement le point du système solaire qui est le plus froid jamais enregistré. Même sur Pluton, nous n'avons pas des températures qui descendent si bas, tout simplement parce que Pluton a une légère atmosphère, il me semble. Et que du coup, c'est à un minimum régulé. Et qu'à cette distance, en fait, il y a tout qui peut être éclairé. Il n'y a pas de gros cratères sur Pluton, il me semble. C'était lissé par Charon. Et en plus, il y a de la glace tout sur le pourtour, donc du coup, la chaleur est renvoyée. Attends, c'est... Bref, je vais pas m'aventurer dans des raisonnements tirés par les cheveux. Dans tous les cas, moins 233 degrés Celsius sur la Lune, ce cratère du coup qui est au pôle, je sais plus si c'est au pôle sud ou au pôle nord. Enfin bref, ce pôle du coup où il y a un cratère qui n'est jamais éclairé par le soleil, c'est actuellement l'endroit le plus froid jamais découvert sur le système solaire. Il n'y a pas plus froid sur le système, donc du coup pas besoin d'aller sur Neptune pour aller trouver des températures super basses, non. Il suffit d'aller sur la Lune, d'aller sur ce cratère du coup qui n'est jamais éclairé, et vous avez ce moins 133 du coup qui est affiché. Pas besoin du coup d'aller aux confins du système pour avoir une température qui est très basse. On est quand même à 40 degrés du zéro absolu, hein, c'est pas rien. Hein. Du coup, la masse de la Lune par rapport à celle de la Terre, c'est 7,35 fois 10 puissance 22 kg. Je vous rappelle, celle de la Terre, c'est 6,0 fois 10 puissance 24 kg. Donc du coup, c'est à peine plus de 1 centième. Et c'est exactement du coup 1,22% de la masse de la Terre. Donc la Lune, quand même, avec cette 7,35. 735 du coup, avec 20 zéros derrière, en kilogrammes, ça correspond qu'à peine 1% de la masse de la Terre. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point la Lune c'est ridicule par rapport à la Terre.
Alors, quelque fait intéressant aussi, c'est que la Lune représente toujours la même face par rapport à la Terre. En gros, la Lune, vu que elle tourne autour de la Terre, elle est ralentie par la gravité terrestre. Je m'explique, c'est un peu comme Mercure et le Soleil. Vous avez la Terre du coup, la Lune qui tourne autour. En fait, la Lune, quand elle va tourner autour de la Terre, et à la distance aussi proche qu'elle se trouve de la Terre, la face qui est présentée à la Terre du coup va être légèrement plus attirée que la face qui est cachée de la Terre. Mais le truc c'est que cette différence est tellement importante en fait que la Lune va être tellement freinée dans sa rotation sur elle-même que la révolution autour de la Terre s'est totalement coïncidée avec la rotation autour de la rotation sur elle-même. En gros, la vitesse de rotation et la vitesse de révolution se sont retrouvées égales par le frein gravitationnel qui exerce la Terre sur la face visible de la Lune. Du coup, dorénavant, enfin maintenant et depuis longtemps, hein, je veux dire, la Lune en fait va tourner à la même vitesse sur elle-même et à la même vitesse autour de la Terre. Ce qui fait que maintenant, la Lune ne peut plus présenter une autre face que celle qui est visible dans le ciel. Ainsi, la Lune, du coup, si vous la regardez à n'importe quel moment de l'année, et à n'importe quel moment de votre vie aussi, vous allez toujours voir la même face de la Lune, vous allez toujours voir la Lune sous le même aspect. C'est un truc qui est assez fort. Hein. Et ça, du coup, c'est ce qu'on appelle le phénomène de marée, du coup, c'est quand un astre va attirer une face préférentiellement, et va du coup légèrement ralentir sa vitesse. La Lune, faut savoir qu'elle n'a pas toujours été là. Quand on forme un satellite naturel autour d'une planète, c'est souvent à cause d'une collision, ok. Et du coup, en fait, la jeune Terre à l'époque, la jeune Terre qui était à l'époque, donc du coup, c'était à l'époque de sa formation, c'était vraiment un astre très très jeune. Du coup, a été comment dire, impacté par un autre astre qui était errant, qui avait pas, qui était en train de errer dans le système, qui n'avait pas encore bien sa place, avec un objet qui aurait été d'environ la taille de Mars. Donc je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est une collision qui est quand même, gargantuesque. Hein. On parle de deux corps qui ont leur champ de gravité, qui sont de masse totalement hors de notre considération. Je veux dire, voilà. C'est pas comme si vous avez deux rugbyman qui s'entrechoquent. Non, là on parle de deux astres planétaires. Donc on parle de ça en milliards de kilogrammes. Donc du coup c'est quelque chose qui est astronomique quoi. Et en gros, à l'époque du coup, la jeune Terre que vous voyez ici est rentrée en collision avec quelque chose qui était du coup de la taille de Mars. Donc Mars, si on veut se rendre compte, je vais un petit peu faire la comparaison ici. Donc allez à... non. Voilà, donc là j'ai zoomé sur la côte des États-Unis, c'est bien. C'est pas ce que je voulais faire, mais bon, tant pis. Donc je veux aller à... c'est bizarre ça, je peux pas aller... C'est un objet, voilà, Mars. Et je veux y aller. Non, toujours pas, d'accord. Ok, ça marche, on veut pas y aller. Allez à Mars. On va y aller, allez, c'est parti. Allez, on y va. Ouh. Ok, bon, elle est apparue un petit peu, voilà. Donc du coup, vous avez Mars ici. On parlera un petit peu de ce que c'est Phobos qui passe derrière, là, actuellement. D'ailleurs, je sais pas si on a vu la Lune depuis tout à l'heure sur la Terre. Ce serait bien qu'on la voit. Non, on la voit pas. Bon, là, vous avez le Soleil, d'ailleurs, qui passe derrière. C'est dingue qu'on voit pas la Lune alors qu'on voit Phobos ici. Qu'il faudrait dézoomer davantage, je ne sais pas. Bon, bref, donc du coup, vous avez... deux astres, donc de la taille de Mars et de... Là, on voit la Terre et la Lune là passer derrière. Donc vous avez du coup la Terre et Mars qui se sont... Enfin la Terre et un astre de la taille de Mars qui se sont collisionnés. Et en fait, la collision a été telle qu'il y a une partie de l'astre de type martien qui est restée collée à la Terre, ça l'a déformée et ça s'est ensuite remodelé en sphère parce que l'attraction gravitationnelle a ce qu'on appelle un effet hydrostatique, donc ça veut dire que ça va attirer en toutes les directions de l'espace de manière égale, et donc du coup toutes les roches vont finir par former ce qu'on appelle une sphère,
parce que c'est la forme la plus parfaite qui peut répondre à cette contrainte. Une fois que ça a été collisionné, vous avez du coup des particules qui sont restées collées sur le jeune astre qu'on appelait Theia à l'époque. Et donc du coup, ça a formé un astre qui était plus gros. Par contre, il y a d'autres particules qui, elles, ont été vaporisées dans l'espace, ok, qui ont été diffusées. Et du coup, ça a formé un anneau au début. Il faut savoir que toutes les planètes qui ont un anneau, c'est le résultat avec une collision. Donc du coup, une collision, ça apporte de la matière à la planète, mais ça va aussi, d'une autre part, lâcher des particules dans l'espace, et ces particules vont rentrer en gravitation autour de l'astre duquel ils sont issus, et ce cheminement en fait qu'il y a autour de la planète, fois plein de choses qui sont de la taille de poussière ou de petits rochers qui ont allez, 2 km de diamètre maximum, bah du coup ça va faire une espèce d'anneau autour de la planète. C'est ça qui a formé du coup les anneaux de Saturne par exemple, qui sont si jolis à voir. Donc du coup, si je veux résumer ça sous la forme d'une animation, c'est celle que je vous mets actuellement ici. Vous avez un astre du coup de type martien qui est arrivé sur l'orbite terrien. Bon là, c'est pas exactement comme ça, mais j'ai pas trouvé mieux. Donc du coup, il faut savoir que c'est rentré en collision la Terre, la jeune Terre en formation avec un objet de la taille de Mars. Et au moment où vous avez du coup la collision, bah, vous avez incorporation de la matière du coup de cet astre qui a été en collision. Et vous avez ensuite l'anneau qui a été formé. Cet anneau ensuite, bah, vu qu'il n'est pas, égalitaire en termes de répartition de masse, bah, vous avez quelque part où il y a plus de masse qu'ailleurs. Et par accrétion, du coup, par génération de gravité, bah, vous allez avoir les particules un peu plus proches qui vont venir s'agglomérer. Puis ça va augmenter la masse, donc la gravité. Ce qui va attirer du coup par champ gravitationnel, bah, les particules sont un peu plus loin, qui vont du coup s'attirer, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et donc du coup, bah, cet anneau va finalement se résorber au fur et à mesure du temps, pour former du coup un satellite naturel, et c'est comme ça que la Lune du coup est apparue dans le ciel. Ce qu'il faut savoir aussi pour la Lune, c'est que cet astre qui tourne autour de nous, c'est quelque chose qui est assez massif, même si ça représente que 1,22% de la masse terrestre, c'est quelque chose qui a une forte gravité, ok. Donc ça veut dire que si vous posez le pied dessus, vous n'allez pas vous envoler quelque part ailleurs, hein, vous finirez toujours par retomber. Regardez Neil Armstrong, il a commencé à faire un petit pas pour l'homme, et au moment où il a commencé à sauter, bah, il est retombé quand même, un petit peu plus lentement, mais il est retombé. Donc du coup, on peut être attiré par la gravité de la Lune, et même sur Terre, on est attiré par la gravité de la Lune. Il faut savoir que tout ce qui est phénomène de marée, quand vous allez, bon, je sais que là, vous qui êtes sur la mer Méditerranée, vous connaissez pas ce que c'est une marée, mais quand vous allez sur l'océan Atlantique ou quand vous allez sur un autre océan, eh bien, prenez par exemple des documentaires sur le Mont Saint-Michel, par exemple, hein, ben, vous avez des fois où vous pouvez traverser à pied, et des fois où vous ne pouvez pas. Parce que vous avez la marée montante et la marée descendante. Ben, en fait, cette marée est générée par la Lune. En fonction de là où est la Lune par rapport à la Terre, eh ben, elle va attirer les océans à elle, elle va attirer les masses d'eau à elle, et vous avez du coup, quelque part sur la Terre, où cette masse d'eau, du coup, ben, vu qu'elle est attirée à un endroit, ben, elle est pompée ailleurs, et c'est comme ça que vous avez une marée qui descend. C'est parce que la Lune est à un autre endroit, en train d'attirer l'eau, du coup, à elle, et ça fait du coup baisser le niveau de l'eau ailleurs de quelques centimètres, et ça permet du coup ben, d'avoir une marée qui descend. Par contre, quand la Lune va partir de là, ben, vous allez avoir, à contrario, ben, une marée montante, parce que ben, la Lune n'est plus là pour retenir l'eau, et donc du coup, ben, le niveau va remonter, progressivement. Jusqu'à une marée haute, où la Lune est en adéquation avec votre position, et donc du coup, ben, vous avez toute l'eau qui va venir monter là où vous êtes. Et là, du coup, vous avez la marée haute. Donc marée haute, marée basse, et du coup, le milieu, quand vous avez ni favorisation, ni défavorisation de la Lune, ben, c'est là où vous avez en fait le milieu entre les deux marées, quoi. Voilà, j'espère que j'aurai été clair là-dessus. Dernier fait intéressant que je peux vous dire sur la Lune, bah, c'est que malheureusement cette Lune bah, va finir par nous quitter. Hein. Ouais, bon là j'ai fait n'importe quoi. Cette Lune va finir par nous quitter vu qu'elle s'éloigne actuellement d'environ 2 cm tous les ans. Donc à chaque fois qu'elle fait une rotation autour de nous, bah, vous avez... tiens, la deuxième Lune de Mars qui passe juste ici.
C'est marrant. Donc du coup, la Lune, à chaque fois qu'elle fait une révolution autour de la Terre, bah, cette révolution, elle n'est pas exactement identique à celle des autres. La Lune s'écarte de 2 cm, à chaque fois qu'elle fait un tour, elle s'écarte de 2 cm tous les ans. C'est comme si en fait, vous mettiez... c'est comme si en fait vous prenez quelque chose, vous prenez un drap par exemple, vous mettez une espèce d'épingle au milieu, donc du coup ça va peser un petit peu sur votre drap, ça va faire un espèce d'oblique, ok, comme s'il y avait un, comme s'il y avait un trou au milieu en fait sur votre drap, ok, et vous lancez une bille, ok, pour faire le tour, un peu comme à la roulette. Bah la bille, au début elle effectue des belles rotations, ok, mais la bille, à chaque fois qu'elle effectue une rotation, elle va se rapprocher du centre jusqu'à tomber sur une case, ok. Et là, vous voyez si vous avez gagné ou perdu. Bah la Lune, c'est pareil, et en fonction de la vitesse à laquelle vous allez lancer votre bille, bah vous avez 2 solutions. Soit la bille, en fait, va se rapprocher progressivement, soit la bille va s'éloigner progressivement parce qu'elle a été lancée trop vite, ok. Et ben la Lune, elle fait partie du deuxième cas. Elle fait partie du cas où, en fait, bah, elle a une vitesse qui est trop grande, et du coup, elle s'éloigne au fur et à mesure de la Terre, elle s'échappe progressivement de son attraction, et au fur et à mesure du temps, et ben, la Lune va finir par disparaître et par errer quelque part ailleurs dans le système solaire. Donc du coup, la Lune va finir par errer, peut-être percuter notre planète, peut-être devenir la Lune de quelqu'un d'autre, on ne sait pas. Peut-être elle va rentrer en collision avec un autre astre ou avec le Soleil, on ne sait pas. Ça dépend de à quel moment on va se décrocher de l'orbite, enfin de l'attraction terrestre, et malheureusement, ben... à ce moment-là, il faudra pas être sur la Lune. Voilà. Donc, si un jour on colonise la Lune, bah, souvenez-vous qu'il faudra dire à vos enfants, qui diront à vos enfants que le jour où elle va se décrocher de la Terre, il faudra pas être dessus. Parce que dans le pire des cas, bah, vous êtes droit dans le Soleil. Dans le meilleur des cas, bah, vous vous faites happer par l'attraction gravitationnelle de Jupiter et bah, vous êtes trop loin pour vivre. Tout simplement. Et ça va faire loin pour retourner voir vos parents qui sont sur Terre peut-être. Et puis, troisièmement, bah, le cas qui est un petit peu au milieu, bah, c'est que vous n'allez ni vers le Soleil ni vers Jupiter, mais que vous allez aller vers le confin du système bah, sans jamais revenir, parce que je vous rappelle que dans l'univers, dans l'espace, il n'y a pas de possibilité de freiner. Une fois que vous êtes lancé sur une trajectoire, il n'y a pas de force de frottement, il n'y a pas de frein, en fait, vous ne pouvez pas changer de direction. Donc du coup, bah, si vous partez dans une direction, bah, c'est un aller simple et sans jamais retour. Voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu, cette histoire du couple Terre-Lune, qui est un couple qui est assez particulier dans le système solaire, qu'on peut réétudier avec Pluton-Charon vite fait, mais du coup qui est un couple qui est assez sympathique. Le seul truc que je n'ai pas dit sur la Lune, et ce serait intéressant d'ailleurs que je vous le dise, on va revenir sur la diapo où vous avez la Lune, voilà, la face qui est visible. Si vous comparez la face visible à la face cachée de la Lune, vous allez voir que la face visible, en fait, c'est des gros cratères dont les reliefs sont assez lissés. C'est des trucs qui sont assez lisses parce que on les a nommés, hein, tout ça, ça a des noms. Par contre, quand vous allez observer la face cachée de la Lune, c'est des cratères qui ressemblent beaucoup plus à Mercure, et donc une surface qui est vachement vieille. La différence entre ces deux faces, elle s'explique aussi par le phénomène de marée. C'est qu'en fait, l'attraction gravitationnelle que fait la Terre envers la Lune, si vous voulez, va générer quelque chose qui va s'apparenter à une activité géologique. Donc ça va pas créer du volcanisme, ça va pas créer des mouvements de plaques tectoniques, ok, mais ça va avoir comme conséquence, je vais pas rentrer dans le détail, hein, je vais pas rentrer dans le détail, mais en gros, si vous voulez, ça va artificiellement générer la même conséquence que si la Lune avait une activité géologique et une activité magmatique en dessous, en fait, de sa croûte lunaire. Et du coup, ça va avoir comme effet, en fait, de lisser progressivement la surface de la Lune qui est, du coup, présentée à la Terre. C'est pour ça que, du coup, la Lune a des cratères qui sont beaucoup plus lisses, beaucoup plus ténus, en fait, sur la face visible, par rapport à la face cachée qui est totalement ravagée, comme si on était sur la surface de Mercure, donc sans atmosphère, sans effet magmatique, etc., etc. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, cette fois-ci c'est vraiment la fin de la vidéo. Je vous laisse du coup avec ceci, et la semaine prochaine, du coup, bah, nous attaquerons la planète Mars, du coup, qui intéresse pas mal de gens, en ce qui concerne la colonisation, en ce qui concerne la vie là-dessus. Je vous expliquerai du coup pourquoi on a cru qu'à un moment il y avait des Martiens, enfin bref. Tout ça je vous l'expliquerai, mais cette fois-ci, c'est dans la prochaine vidéo. Sur ce, ciao ciao tout le monde.